Bon, aujourd'hui, je vais parler de modèles d'évolution. La raison pour laquelle je vais en parler, c'est qu'il y a de grandes analogies entre les modèles qui sont utilisés en dynamique des populations et les modèles qu'on utilise en physique statistique. Et souvent, il y a des résultats qu'on peut mettre en parallèle entre les deux types de problèmes. Alors, les problèmes de l'évolution et de dynamique de population, c'est des problèmes assez compliqués parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Et donc, souvent, les modèles vont se concentrer sur quelques-uns de ces facteurs, mais forcément pas tous. Alors, pour en citer, quels sont les facteurs? Eh bien, quand vous voulez décrire une population, vous allez considérer que chaque individu est caractérisé par un génome. Mais en fait, le génome, on sait depuis quelques années que ce n'est pas suffisant. Il y a aussi l'épigénétisme qui a à voir avec des protéines qui sont attachées au génome et qui sont transmises. Un génome va être caractérisé par sa viabilité ou sa fertilité, viabilité ou sa fertilité. En anglais, on va dire c'est fitness. Bon, le nombre d'individus d'une population va fluctuer, donc le nombre d'individus, qui n'est pas forcément constant. Souvent, dans les modèles, on le prend constant. Un aspect très important, c'est les mutations. Donc, le génome n'est pas forcément hérité à l'identique d'une génération à la génération suivante. Il y a un effet de sélection, donc on va en parler de la sélection, cette fois-ci et la fois prochaine. Comment ça va agir sur l'évolution d'une population? Bon, la sélection dépend de l'environnement. Qui lui-même peut changer au cours du temps. Il y a des interactions entre les différentes espèces, c'est la coévolution qui fait que les espèces interagissent. Il y a des aspects historiques, géographiques, etc., climatiques. Donc, c'est un problème où il y a beaucoup de paramètres. Alors, le cas le plus simple, c'est le cas de la théorie neutre, dont je vais parler maintenant, alors un peu rapidement, mais qui va être quand même utile pour ce que je vais décrire par la suite. Donc, la théorie neutre. Alors, il y a beaucoup de façons de l'introduire, mais par exemple, il y a un modèle qui est dû à Wright et Fisher, le modèle de Wright-Fisher, où il y a un modèle en temps discret qui est dû à Morand, et qui va considérer la situation suivante. Il y a une population de taille n, il y a n individus, fixés au cours du temps, donc la taille de la population ne change pas, et chaque individu a autant de chances d'avoir des descendants que les autres. Donc, d'une certaine manière, la façon dont on peut se représenter cette population, c'est j'ai n individus à une certaine génération G, et chaque individu est le descendant d'un individu. Alors, dans le modèle de Wright-Fisher, c'est choisi au hasard dans la génération précédente. Donc, si j'essaye de remonter une génération, je vais tirer une flèche vers la génération précédente et ça va me connecter. Donc, dans ce genre de modèle, certains individus n'ont pas de descendance, d'autres ont par exemple 2 ou plus que 2 descendants. Et c'est simplement que ces flèches sont tirées au hasard, c'est-à-dire que de chaque individu, on choisit l'ancêtre à la génération précédente de manière équiprobable. Bon, alors, vous voyez qu'au cours du temps, si je remonte vers le passé, le nombre d'ancêtres va diminuer et à la fin, je vais me retrouver avec un seul ancêtre. Donc, toutes ces branches. Donc, ça va être la généalogie de la population. Alors, peut-être ce que je n'ai pas dit, c'est que ça, c'est un modèle de reproduction asexuée. Mais la reproduction asexuée, en fait, quand on s'intéresse à un génome ou par exemple le chromosome Y, eh bien, c'est une reproduction. Le chromosome Y est hérité de la branche paternelle
Et donc, c'est tout à fait un modèle qu'on peut considérer. Et l'aspect neutre vient du fait qu'il n'y a pas de préférence pour choisir l'ancêtre dans la génération précédente. Donc, chaque individu a la même probabilité d'avoir des descendances qu'un autre. Alors, quand on remonte comme ça, il y a une première chose qu'on peut constater, c'est que supposons qu'il y ait à la génération ici que tous mes individus avaient essentiellement le même génome, la même allèle, sauf un. Donc supposons qu'on introduit une mutation quelque part. Il y en a un qui a une mutation et les autres n'en ont pas. Bon. Vous voyez que quand on va remonter vers le passé, bien, puisque la théorie est neutre, la chance que l'ancêtre commun ait eu la mutation, ça va être 1 sur la taille de la population. Donc on va avoir, si on introduit une mutation a une probabilité, dans cette théorie neutre, probabilité 1 sur n d'être fixée. Simplement parce que quand on va remonter le temps, la chance que ce soit celui qui avait une mutation qui soit l'ancêtre commun, c'est la même que tous les autres, donc c'est 1 sur n. Donc ça nous dit quelque chose d'important, de bien connu, c'est que plus la taille de la population est grande, plus la probabilité de fixation d'une mutation est faible. De la même façon, la dérive génétique va être d'autant plus petite que la taille de la population est grande. Si la taille de population est petite, une mutation a de fortes chances de se fixer, et donc petit à petit, le génome va évoluer, va diffuser dans l'espace des génomes, dans le cadre de cette théorie neutre. Bon, alors, il y a un grand nom dans la théorie de l'évolution qui s'appelle Kimura, et qui a écrit, dont je vais écrire une équation qui date de 1962, l'équation de Kimura, qui décrit plus précisément. Je vais écrire ici. Qui décrit plus précisément comment une mutation peut être fixée dans une population. Donc ça date de 1962. Et donc là, l'image qu'on a, c'est la chose suivante. C'est, vous regardez au cours du temps, vous imaginez que il y a une population de taille n, et vous essayez de décrire le nombre d'individus qui sont porteurs de cette mutation. Donc au cours du temps, ce nombre d'individus, supposez que par exemple vous introduisez une petite fraction de la population est porteuse de cette mutation, ben, au cours du temps, ce nombre va fluctuer. Bon, il va sans doute s'annuler de temps en temps. Très souvent, si on introduit très peu d'individus qui ont la mutation, et puis de temps en temps, bien, il va y avoir, ça va atteindre la population totale, et à ce moment-là, la mutation sera fixée. Alors, quelle est l'équation qui régit ceci? Bien, c'est une équation qui n'est pas très difficile à obtenir, qui s'appelle l'équation de Kimura, que je vais essayer de décrire ici. Alors, c'est assez facile. On va considérer que au cours d'une génération, ici je vais prendre un modèle en temps continu, c'est-à-dire de temps en temps un individu meurt et il va être remplacé par une copie d'un des individus dans la population. Donc si j'ai n individus à l'instant t plus dt, bien ce nombre va peut-être augmenter ou diminuer, et les probabilités pour que ça se produise, c'est juste n, grand N moins petit n, sur grand N dt, et là pareil, n sur n moins petit n sur grand N dt. Et puis ça reste n avec 1 moins ces deux probabilités, 2n grand N moins petit n sur grand N dt. Donc ça c'est l'évolution. Donc pourquoi ces facteurs? Eh bien c'est simplement de dire voilà quelle est la probabilité qu'un individu porteur de la mutation meure. Ben, ça va être proportionnel à la taille de cette population, n sur grand N, et puis qu'il soit remplacé par un individu qui n'était pas porteur de la mutation, c'est donné par cette formule. Donc ça donne une équation d'évolution qui est très simple, c'est une équation maîtresse qui est
d de p de n sur dt égale n plus 1 grand N moins n moins 1 sur grand N p de n plus 1 plus n moins 1 grand N moins petit n plus 1 sur grand N p de n moins 1 et puis moins 2 n grand N moins petit n sur grand N p de n. C'est une évolution. On se dit par exemple à l'instant initial, il y a un seul individu, donc n vaut 1. Et comment ça évolue? C'est donné par cette équation. Et ça conduit très vite, quand la taille de la population est grande, à ce qui s'appelle l'équation de Kimura, que je vais écrire. En fait, la seule chose à faire, c'est de prendre cette équation et supposer que la taille de la population est très grande, et de prendre P de n et de t, P de n, et une fonction, j'ai mis petit p dans mes notes, petit n sur grand N, et ça aboutit à une équation qui est la suivante, dp sur dt égale 1 sur n, alors, je vais l'écrire ici, 1 sur n, d2 sur dx carré, x à moins x, p. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de Kimura. Et on peut... donc je parle ici de théorie neutre, mais en fait, on peut l'étendre facilement au cas où la mutation serait, par exemple, bénéfique, auquel cas la probabilité que n passe à n plus 1 serait différente de la probabilité que n passe à n moins 1. Donc ce qui changerait ici, ça serait de mettre un facteur A, ici un facteur B, et que le 2 ici, ça devienne A plus B. Donc supposons que A est plus grand que B, ça veut dire que j'ai plus tendance à produire d'une génération à la génération suivante, eh bien, les individus qui portent la mutation sont un peu avantagés, et à ce moment-là, ça conduit à l'équation de Kimura, que j'écris ici, plus, donc là, si j'introduis c'est A et c'est B, ici ça donne A plus B sur 2 fois N, et ici il y a B moins A D sur dx de x à moins x facteur de P de x. P de x et de t. Donc ça c'est le cas où on introduit un petit peu de sélection avec cela et B. Alors je parle de ça parce que tout à l'heure, un peu plus tard dans le cours, on va parler de l'équation de Fischer-Bourité, et ça sera aussi en particulier le partie du séminaire qui va suivre. Et donc ça va être typiquement le bruit que l'on va mettre. Par exemple, on peut prendre A égale 1 et B égale 0, et ça va être le type de bruit que l'on voit dans le cadre de l'équation de Fischer-Bourité. Mais ça, c'est l'équation de Kimura. Alors, quelles sont les propriétés auxquelles ça conduit? Bon, la première chose, c'est que en fait, ça, comme on l'a vu déjà dans un des cours précédents, c'est l'équation de Fokker-Planck correspondant à une équation de Langevin particulière. Donc j'utilise les mots, je ne sais pas si les gens qui font de la biologie théorique utilisent tellement ces mots, mais pour le physicien, ça c'est une équation de Fokker-Planck, et l'équation de Langevin associée, elle va être dx sur dt égale a moins b x a moins x plus racine de a plus b x a moins x sur n état de x et de t. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si la population est très grande, il y a une espèce d'effet moyen qui va faire que le x va augmenter. Le point x égale 0 va être instable et le point x égale 1 va être stable. Bon, et puis là, il y a un bruit, et le bruit, il est proportionnel, il est d'autant plus petit que la taille de la population est grande.
Donc ces équations, cette évolution, c'est exactement ce qui va décrire quand n est grand l'évolution du nombre d'individus ayant la mutation et qui peut disparaître, soit augmenter, etc. Bon. Alors, si je vais me placer, je reviens rapidement pour faire juste quelques commentaires à propos de cette équation de Kimura. Je vais me placer dans le cas neutre qui est un tout petit peu plus simple. Donc si je fais A égale B égale 1, comme précédemment, bon, ben, j'ai donc l'équation, elle est encore écrite ici. J'ai dP sur dt égale 1 sur n d2 sur dx2 de x à moins x fois p. Bon. Donc c'est facile de calculer l'évolution de la moyenne de x, l'évolution de la moyenne de x carré. Alors, si vous multipliez par x et que vous intégrez sur x, vous allez trouver que dx sur dt égale 0. Donc normalement, x, c'est la fraction de la population qui possède la mutation. X, c'est égal à n sur grand N. Donc en moyenne, le nombre d'individus ayant la mutation, dans le cas neutre, ne bouge pas. Bon. C'est un peu étonnant parce que tout à l'heure, j'ai fait des dessins où ça bouge beaucoup. Si on calcule d2, la valeur moyenne de x carré sur dt, alors bon, on multiplie par x carré et on intègre, une ou deux intégrations par partie à faire, on va trouver que ceci, ça vaut 2, j'espère que le 2 est bon, mais c'est x moyen moins x2 moyen. Et donc, si j'attends très longtemps, x2 moyen, bon, c'est facile à intégrer cette équation, tend vers x moyen. Donc, dans la limite des temps grands, x moyen égale le carré de x. Et ça implique immédiatement que x ne peut prendre que deux valeurs possibles, que la distribution asymptotique de x, donc de la fraction de la population qui porte la mutation, c'est P de x au temps très grand, ça va être une somme de deux fonctions delta, avec x moyen ici, et il y a une fonction delta en 1 et une fonction delta en 0. Bon, ce qui est tout à fait ce à quoi on s'attend. Si on attend très longtemps, toute la population portera la mutation ou personne ne la portera. Ce qui est un tout petit peu étonnant la première fois qu'on le voit, c'est quand on regarde juste la moyenne nous dit que finalement ça ne bouge pas, mais bon, c'est juste que pour avoir ce genre de comportement asymptotique, c'est que P de x asymptotiquement vaut delta de x fois 1 moins valeur moyenne de x plus x moyen delta de x moins 1. Et donc l'image au temps infini, c'est ça, soit c'est fixé, soit c'est pas fixé, et l'équation de Kimura permet de dire ce qui se passe à un temps intermédiaire, et à un temps intermédiaire, ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie non nulle de la probabilité qui est déjà fixée, et puis il y a quelque chose entre les deux, et qu'au cours du temps, la partie qui est entre les deux se met à diminuer, et qu'on se met à fixer les mutations, ou à ne pas les fixer. Donc ça, c'est les modèles les plus simples d'évolution neutre, mais j'ai mis le A et B parce qu'on peut avoir une évolution aussi où la mutation pourrait être favorable, par exemple, et ça va donner ce genre d'équation. Donc ça, j'ai essayé de la dériver de manière, avec les mains de manière assez simple, mais on va retomber là-dessus un peu plus tard à propos de l'équation de Fischer. Alors, maintenant, avec sélection. Quels sont les modèles avec sélection? Alors, il y en a beaucoup.
Alors, les plus anciens, ça va consister à imaginer qu'il y a des individus dans la population et qu'il y a ns de t, ça va être le nombre d'individus portant le gène S ou portant la mutation S ou l'allèle S, portant, disons, le génome S. Et donc le modèle le plus simple, c'est un modèle où il n'y a pas de mutation, c'est-à-dire que les individus se reproduisent et se reproduisent absolument à l'identique. Et donc, premier cas, c'est sans mutation. Et l'évolution dn de S sur dt est simplement donnée par un certain taux de reproduction qui va tendre à faire augmenter la population. Et le taux de reproduction dépend de S du génome. Donc tout le monde n'est pas à égalité, il y en a qui se reproduisent mieux que d'autres. Donc le W de S, c'est un fitness ou une fertilité de la population. Alors ça va conduire à une évolution donc vous voyez que c'est un modèle extrêmement simplifié. D'abord, la taille des populations peut devenir très grande, etc. On ne suppose pas qu'il y a des limites, donc c'est déjà un modèle très, très simplifié. Mais ça va conduire à un résultat qui est célèbre de Ronald Fisher, toujours le même Fisher, qui va nous dire comment la fertilité d'une population augmente au cours du temps. Donc il va dire quelle est la fertilité moyenne de la population en temps t. Bon, ben, ça va être somme sur tous les génomes de ns de t fois w de s divisé par somme sur s de ns de t. C'est juste, je moyenne la fertilité sur toute la population. Et le résultat de Fisher, qui prend une ligne, ça consiste à dire je dérive ceci par rapport au temps. Alors quand je vais dériver, il y a la dérivée du numérateur et la dérivée du dénominateur. Je vous laisse faire le calcul, c'est facile. Ça donne somme sur S de ns de t w carré de S. Quand je dérive ici, ça va me donner un w en plus, divisé par somme sur S de ns de t, moins somme, quand vous dérivez le dénominateur, n de S et de t w de S, sur somme de ns de t, et le tout au carré. Le premier, j'ai dérivé le numérateur, le deuxième, le dénominateur. Et ça, si vous le regardez, c'est w carré au temps t moins w de t au carré. Et donc, ce résultat-là, je mets w moyenné à l'instant t, donc ce résultat-là, il porte un nom grandiose, il s'appelle le théorème fondamental de la sélection naturelle. Il dit que, au cours du temps, la fertilité augmente. Mais c'est un modèle où il n'y a pas eu de mutation, où la taille de population croît indéfiniment, et donc ça porte ce nom, c'est un théorème dû à Fisher. Alors, bon, je dis qu'il n'y a pas de mutation, la taille de la population n'est pas constante, la fertilité ne dépend pas du temps, ni de l'environnement, etc. Il n'y a pas de fluctuation. Alors, en tant que physicien, ça rappelle quelque chose des calculs qu'on fait très souvent. Par exemple, quand on calcule la chaleur spécifique d'un système, la chaleur spécifique, c'est la dérivée de l'énergie d'un système par rapport à la température. Bon, il y a un facteur, je n'ai pas noté parce que je cite ça de mémoire, peut-être K ou K sur T2 ou je ne sais quoi. Il y a un facteur ici, un facteur que j'ai oublié, peu importe, qui est positif, E2 moins E moyen carré. Et ça, en physique, ça s'appelle les théorèmes de fluctuation-dissipation. Ça relie la réponse d'un système à un petit changement qui est de température à la variance de cette quantité d'énergie. Il y a l'équivalent entre la façon dont l'aimantation d'un système change qui est reliée aux fluctuations d'aimantation. Donc vous voyez l'analogie
très frappante qui existe entre ces problèmes. C'est exactement le même genre de relation. Alors, maintenant, ça c'est un modèle sans mutation. Alors, les modèles avec mutation, eh bien, ils vont consister, ils vont reprendre un peu cette idée, sauf que on va autoriser que d'une génération à la génération suivante, eh bien, le génome change. Donc les modèles avec mutation ça va consister à dire que l'évolution du nombre d'individus portant le génome S à l'instant T, eh bien, il va y avoir des apports provenant de génomes voisins. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose qui ressemble énormément à une équation maîtresse, somme sur tous les génomes S', la probabilité qu'il y ait des mutations qui me fassent passer du génome S' au génome S fois le W de S' et NT de S'. Là encore une fois, la taille de la population n'est pas fixée, mais bon, ça ressemble beaucoup à une équation maîtresse, comme je disais, pour un processus de Markov. Alors ça, ce genre de modèle est dû à Hagen, qui date des années 70, je crois 71, qui a introduit ce genre de modèle. Et alors à ce moment-là, on a beaucoup de flexibilité sur ce qu'on choisit pour ces taux de mutation qui vont changer le génome. En général, on va supposer que le Q de S' vers S décroît très vite avec la distance entre S' et S. Donc, par exemple, si le génome, vous imaginez que c'est une suite de bases, bon, des génomes qui sont proches, ça va être ceux qui vont différer par très peu de mutations ou très peu de différence entre les génomes. Déjà, définir la distance entre deux génomes est déjà une affaire pas si simple que ça, mais enfin, on va supposer qu'il y a peu de mutations, et donc dès qu'on s'éloigne dans l'espace des génomes, ce Q va devenir petit. Alors, à quoi ça conduit ? Il y a tout un grand nombre d'articles de gens qui se sont intéressés à des évolutions de ce genre, et tout dépend. Donc, le plus souvent, donc, on prend des taux de mutation qui vont faire que les génomes sont très proches, mais après, il y a ce qu'on met sur ce W de S' ou de S. Alors, dans le cas où il n'y avait pas de mutation, l'affaire est simple. C'est que celui qui a la plus grande fertilité, à la fin, il va dominer toute la population. Il va avoir un taux de croissance plus grand que les autres, et donc asymptotiquement, il va envahir tout le monde. Ici, la situation, les gens ont souvent regardé, ce que je ne vais pas trop regarder ici, mais j'en parle un petit peu, c'est un cas où le paysage est assez compliqué. Donc, un W de S, alors bien sûr, l'espace des génomes, ce n'est pas un espace unidimensionnel, c'est un espace très multidimensionnel, mais les gens ont regardé des paysages qui ressemblent à ça. Alors, bon, je ne sais pas forcément le mot français, c'est rugged landscape, donc ça veut dire très accidenté, si vous voulez. Et puis, ce qui va se passer, bien sûr, c'est que les endroits où le W de S est le plus grand, c'est ceux qui vont croître. Mais ce qui va se passer, c'est que si vous partez avec une population, par exemple, qui est ici, petit à petit, on va se retrouver avec une population qui est localisée autour du maximum, mais elle va être localisée, mais à cause des mutations, le pic, le sommet sera occupé, mais les génomes voisins vont être aussi occupés. Donc on va avoir une espèce de nuage de points qui va être concentré autour d'un maximum. Et puis si on attend beaucoup plus longtemps,
de temps en temps, il va apparaître par des mutations, donc il va falloir attendre des fluctuations qui vont créer peut-être des individus qui vont être ici, et à ce moment-là, ce pic va l'emporter, la population va se mettre à croître et va suffisamment croître pour qu'elle devienne dominante par rapport à la population de ce pic, et ainsi de suite, jusqu'au moment, enfin on peut imaginer qu'on a un paysage comme ça très compliqué, et que ça explique l'évolution des espèces. De temps en temps, il y a certaines mutations qui vont faire que de nouvelles espèces mieux adaptées vont apparaître au cours du temps. Donc ça, c'est un peu cette idée de ces paysages très accidentés. Et il y a eu beaucoup de travaux là-dessus, donc je ne vais pas trop parler. Mais ce qui est frappant à propos de ces paysages accidentés, c'est que ça rappelle aussi deux situations de physique très étudiées, que les physiciens considèrent souvent. D'abord, les vers, quand on s'intéresse aux vers. Donc, quand vous voulez décrire un liquide ou un verre, a priori, vous allez avoir l'énergie cinétique des particules. L'énergie d'une configuration, c'est la somme des énergies cinétiques des particules. Là, je prends un système classique. Et puis, plus des interactions, un potentiel d'interaction, par exemple répulsif, entre des particules. Donc, RI, c'est les positions des particules. Et la raison pour laquelle les vers ont des dynamiques très lentes, c'est que le paysage dans l'espace des configurations, donc une configuration, c'est l'ensemble des RI, là aussi, comme dans l'espace des génomes, c'est un espace multidimensionnel assez difficile à décrire, mais l'image qu'on en a, c'est que l'énergie en fonction des configurations est un paysage comme ça. Donc, quand on refroidit un liquide ou un verre, le système va descendre dans une vallée et puis il va être piégé là. Il va falloir attendre que les fluctuations thermiques lui permettent de sauter vers un minimum plus bas. Et puis on attend de plus en plus longtemps, et ce qui fait que la dynamique des vers, en fait, il y a cet effet qui a beaucoup été étudié au cours des dernières années de vieillissement, c'est-à-dire il y aurait un minimum absolu, mais le ver n'arrive jamais à le trouver. Il est tout le temps en train d'être piégé dans un minimum, et puis il évolue, il arrive à trouver un minimum un peu meilleur, et ainsi de suite, et il n'arrive jamais au maximum, au minimum. Donc c'est juste l'image inversée de ce qu'on a vu ici. C'est-à-dire, il y a une espèce qui va être concentrée autour d'un maximum de fertilité, et puis on va attendre qu'il y ait une mutation ou des mutations favorables qui vont permettre d'accéder à un maximum pas trop loin, un peu meilleur, et ainsi de suite. Donc c'est vrai, il y a vraiment une similitude. Donc ça, c'est le problème des vers, et il y a un peu l'équivalent quand on s'intéresse à des problèmes quantiques, où ces taux de transition vont être finalement ce qui se passe dû à l'effet tunnel. C'est-à-dire, supposons que vous avez un paysage d'énergie en fonction des configurations du même genre que ce que j'ai décrit là. Bon, ben, le système, par effet tunnel, peut sortir d'un minimum local comme ça, mais ça va prendre un certain temps. Donc, si vous prenez une particule quantique qui est dans un potentiel de ce genre, elle va rester assez longtemps ici, et puis par effet tunnel, elle va sortir, elle va se retrouver dans une vallée plus importante, et puis s'il y a encore un paysage plus compliqué, ça va attendre encore du temps pour trouver encore pour sortir encore de ces minima. Ça, c'est par exemple typiquement une image qu'on peut avoir pour les désintégrations radioactives. On a une particule alpha qui est dans un noyau, puis elle va être émise quand elle va passer cette barrière, et ainsi de suite. Ça, c'est ce genre d'analogie. Alors maintenant, je vais repartir sur ces modèles d'évolution les plus simples et voir que donc, sur un des aspects de ces modèles d'évolution, qui est le suivant, je ne vais pas me placer dans le cas d'un paysage comme ça très compliqué. Je vais essayer d'étudier, de décrire, enfin ce que je vais décrire s'appliquerait plutôt à la situation suivante, c'est que
c'est qu'il y a un pic comme ça, et puis que, d'une certaine manière, on a commencé à peupler un peu cette pente-là, et que petit à petit, on va monter cette pente. Donc, ce n'est pas le temps qu'il faut pour sortir d'un maximum, mais c'est plutôt de voir ce qui est en train de se passer quand il y a une évolution dans un paysage finalement relativement simple, c'est-à-dire un paysage qui est essentiellement linéaire. Donc on imagine qu'ici, il y a une espèce de pente constante et que l'évolution va faire que la population va escalader cette pente plus ou moins constante. Donc ça, c'est le genre de modèle qu'on va regarder. Alors, on va tomber sur ces modèles. Mais auparavant, je vais revenir sur des modèles dont on avait discuté un peu plus tôt dans ce cours, dans un des cours précédents, qui était de prendre, donc, ici je vais parler de l'équation de Fischer bruitée. Fischer KPP bruitée. Et modèle d'évolution. Bon, alors, vous vous souvenez peut-être que dans un des premiers cours, j'avais regardé un modèle très simple de réaction-diffusion, qui est le modèle suivant. Vous avez une population sur chaque site, donc vous avez un réseau. Sur chaque site, vous avez des particules qui sont soit A ou B. Donc vous avez sur le site numéro I, vous allez avoir Ni de T, nombre de particules de type A. Et grand N moins Ni de T, nombre de particules de type B. Bon, et puis on part d'une situation où initialement il n'y a que du A ici, et puis de l'autre côté il n'y a que du B. Donc initialement on veut partir d'une situation où le Ni, à l'instant initial, a une forme de ce genre. Peut-être qu'au milieu il y a une espèce de mélange, plus ou moins compliqué, mais on veut partir d'une situation où il n'y a que du A à gauche, que du B à droite, et on va prendre une situation où finalement la réaction qui se produit, c'est A plus B donne 2A. Donc ce qui va se passer, c'est cette réaction qui se produit quand deux particules sont sur le même site. Il y a une certaine probabilité, il y a un certain taux avec lesquels un B et un A interagissent pour donner 2A. Donc ça, c'est le premier aspect. Et puis, les particules diffuses. Donc si initialement, les B sont là et les A sont à gauche, bon, la diffusion va faire que certains A vont se mettre à envahir ici, certains B aussi, mais les réactions vont faire que les B dans cette région vont être éliminés, les A vont avoir tendance à croître, et donc au cours du temps, ce front va se mettre à avancer. Alors, quand on essaye de mettre des équations pour ça, bien, si UI est la fraction de particules A au site I, bien, l'évolution, ça va être dUI sur dt égale UI plus 1 plus UI moins 1 moins 2UI. Donc ça, c'est dû à la diffusion. Et puis plus UI 1 moins UI plus 1 sur racine de N, racine de UI 1 moins UI, état de T, état I de T. État I, c'est un bruit blanc gaussien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai écrit que ça diffuse, et puis j'ai écrit que ce qui se passe sur un site, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure dans le cadre de l'équation de Kimura. Vous vous souvenez qu'on avait écrit cette équation de Kimura et qu'on avait dit que le dx sur dt
il valait, dans le cas quand A est égal à 1 et B égal à 0, c'était x 1 moins x plus un bruit d'ordre 1 sur racine de n, racine de x 1 moins x, il y a peut-être un facteur 2 qui traîne, je ne suis pas sûr, et puis état de t. Donc ce que j'ai écrit à droite, c'est exactement ce qu'on a vu dans le cadre de l'équation de Kimura tout à l'heure, avec un bruit, et puis il y a cet aspect de diffusion. Et là, vous reconnaissez la version discrète de l'équation de Fischer. L'équation de Fischer KPP, dans sa version discrète, il n'y aurait pas ce terme de bruit. Et là, quand on pense que n est grand, mais pas infini, on se retrouve avec un problème où il y a du bruit. Et bien sûr, cette équation bruitée, c'est un objet beaucoup plus compliqué que l'équation de Fischer-KPP dont on a parlé. Jusqu'à présent, il n'y avait pas cet aspect de bruit. Alors, il y a d'autres modèles qui relèvent de cette équation. Il y en a un que l'on a déjà vu, que je mentionne très rapidement, parce que j'ai essentiellement fait le calcul dans un cours précédent. Donc ici, vous voyez que vous avez un modèle où le nombre de particules par site est fixé, ne bouge pas. Maintenant, on avait vu un modèle qui était qu'une particule, donc il n'y a qu'un seul type de particule, donne 2A, donc elles ont tendance à se reproduire. Ça conduit à un processus de branchement, comme ce qu'on a vu par exemple dans le mouvement brownien branchant. Il y avait ce type de réaction. Et puis on va supposer qu'il y a un petit paramètre avec lequel, quand il y a deux particules sur le même site, elles réagissent pour redonner A. Donc c'est un effet. Là, c'est un branchement, et ça, c'est une coalescence. On va supposer que la coalescence est petite. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait essayé d'écrire des équations pour ce genre de problème, et ce que je vous avais dit, c'est que, bien sûr, si je travaille sur un système sur réseau, les quantités, ça va être combien il y a de particules sur le premier site, sur le deuxième site, sur le kème site. Et donc, on peut, etc. Et donc, on peut avoir envie de regarder quelle est l'évolution du nombre de particules sur chacun des sites, en prenant en compte la dynamique, c'est-à-dire que les particules peuvent diffuser et peuvent réagir de cette manière. Et ce que je vous avais dit à l'époque, c'est que, en fait, une façon plus simple, une autre façon de décrire le système, c'était d'écrire cette probabilité comme une superposition de mesures de Poisson. Donc je vais dire, il y a une certaine Q de lambda 1, lambda k, qui dépend du temps, et puis e puissance moins lambda 1 puissance n1 sur n1 factoriel, etc., et puissance moins lambda k puissance nk sur nk factoriel. Bon, donc et ce qu'on avait vu, c'est que le Q, ici, vérifiait une équation de Fokker-Planck, que je ne vais pas écrire aujourd'hui, mais qui disait la chose suivante. Cette équation de Fokker-Planck, elle disait la chose suivante, c'est que les lambda, ils vérifient des équations de type Langevin. J'espère que je les ai écrites ici. Non, je crois que je les ai. Si elles sont là. Elle vérifie des équations de Langevin, d lambda i sur dt égale somme sur j, lambda j moins lambda i, plus lambda i moins epsilon lambda i carré, et puis plus un bruit. Et ce bruit est à i est à j de t et de t'. Je ne mets pas de t et de t', c'est delta ij, delta de t moins t', et puis il y avait 2 lambda i moins epsilon lambda i carré. Donc ça, finalement, ça a été discuté, je crois, au cours du premier cours. Bon, donc au lieu de penser en termes du nombre de particules vraiment, on pense en termes de ces paramètres lambda. Donc c'est une espèce de superposition de mesures de Poisson, et
l'évolution de ces coefficients, ici, c'est une équation, c'est des équations de Langevin couplées qui sont absolument identiques à ce qu'on a vu ici. Peut-être qu'il faut faire un changement de variable, un changement d'échelle sur les lambda ou sur le temps ou sur quelque chose, mais on aboutit exactement à la même, la même équation de Fischer. Donc ça, c'est une autre façon de voir cette équation de Fischer-Bruité. Donc je ne reviens pas trop là-dessus, mais là, enfin, la seule chose que j'ai oublié de dire à ce propos, c'est que ça, c'est... Enfin, ce que je raconte là, c'est dû à un article. Ce n'est pas présenté exactement comme ça, mais le résultat est le même, de Döring, Müller et Smrekar, qui date de 2004. Donc, qui vraiment dérive l'équation de Fischer-Bruité, Fischer-KPP-Bruité, sans faire absolument aucune approximation à partir d'un modèle de réaction-diffusion qui est comme ça. Alors, ce que je vais présenter maintenant, c'est d'autres modèles qui ressemblent beaucoup et qui vont peut-être avoir plus encore l'aspect sélection. Et donc, les modèles dont je vais parler, c'est les mouvements le NBBM. Donc ça va être un modèle d'évolution avec sélection qui va essentiellement essayer de décrire ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a cette population à un moment donné qui est concentrée autour d'un maximum, c'est ce qu'on appelle une quasi-espèce, parce que bon, il y a une population avec, disons, un génome optimal plus ou moins au centre, et puis des tas de mutations autour, et donc tout à l'heure, je parlais de mécanique quantique, il y a exactement la même problématique de se dire est-ce qu'il y a un état lié quand il y a un minimum de potentiel ou pas. Et donc, ça, quand il y a un état lié, ça correspond à une espèce. Et donc, ce dont je vais essayer de parler, c'est la situation où on est en train de gravir une pente plus ou moins régulière et comment l'évolution se produit. Alors, un des modèles qu'on avait proposé il y a quelques années, c'était de dire, voilà, on a une population, ici, ce n'est pas un espace, c'est l'espace de la fertilité ou de la viabilité, ou bon, je dis avec le mot anglais, fitness. Donc ça, c'est un axe de fitness, et on va considérer que j'ai un certain nombre d'individus, j'ai exactement n individus, et chacun a son fitness le long de cet axe. Donc, ces fitness vont être des nombres plus ou moins aléatoires pour ces individus. Et maintenant, ça, c'est ce qu'on considère à une certaine génération G. Et à la génération G plus 1, ces individus se reproduisent. Par exemple, ça n'a pas une grande importance précisément la façon dont ils vont se reproduire, mais on peut imaginer, par exemple, que chaque individu a deux descendants et que le fitness d'un individu est transmis à sa descendance à des petits changements près qui sont dus aux mutations. Donc je vais d'une génération à la génération suivante et il est arrivé des mutations, donc les descendants n'ont pas forcément la même adaptabilité que les parents. Et maintenant, on peut se dire, mais la population ne peut pas croître indéfiniment, donc on va faire une sélection. Et la sélection, dans le cadre de ces modèles du genre NBBM, ça consiste à dire à chaque instant, à chaque génération, on ne garde que les N meilleurs. Donc les individus se reproduisent. Bon, ceux qui sont les mieux lotis, ils vont avoir une descendance qui va sans doute continuer pendant un certain temps. Et puis, au milieu, il y en a qui vont être éliminés, dont la descendance va être éliminée, d'autres dont une partie de la descendance va être éliminée. Et donc, ça, c'est un modèle d'évolution. Donc, vous pouvez le faire sur un réseau, vous pouvez le faire avec la distribution des mutations. Les mutations, essentiellement, ça dit comment le fitness est transmis
à la génération suivante, il y a un peu de bruit, donc vous pouvez mettre une gaussienne, une distribution plate, ce que vous voulez. Donc ça, c'est un modèle. Et donc, il y a la version mouvement brownien branchant, qui s'appelle le NBBM, qui consiste à dire à chaque instant, on a n individus. Bon, chacun va donner lieu à un mouvement brownien branchant, comme on a parlé la dernière fois. Et à chaque instant, on va conserver, à chaque instant, on va tuer les branches qui sont en arrière, et on ne va jamais ne garder que les branches qui sont les plus à droite. Donc on va toujours garder une taille de population constante pour prendre en compte la sélection. Donc la sélection, elle va éliminer ceux qui sont un peu en retard. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le NBBM. Donc si par exemple je fais un dessin avec 3 individus, voilà, je mets 3 individus, leur descendance, le fitness des descendants fluctue, hein, et puis à un certain moment, un individu va brancher. Au moment où il branche, on tue celui-là, donc cette branche n'existe plus. On se retrouve avec 2 individus, 3 individus, et ainsi de suite. À un moment, celui-là va brancher, on tue cet individu, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le NBBM. Alors, si on essaye d'écrire une équation pour ce système, bien, le genre d'équation qui va émerger de ça, ça va être encore une équation bruitée. Alors, je l'écris ici, qui est vraiment du type Fischer-KPP. Peut-être que vous vous souvenez que dans un cours précédent, en fait, on avait regardé un modèle linéaire simplifié. À un certain moment, j'avais parlé d'un modèle linéaire simplifié en disant on regarde du sur dt égale d2u sur dx2 plus u avec la contrainte, ça c'est quand u est plus petit que 1, et puis c'est 0 quand u égale 1, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de saturation qui se produit. Eh bien, le NBBM, ça correspond à la version bruitée de ce problème. Et on avait vu que ce problème avait énormément d'analogies avec Fischer-KPP. Donc le bruit est de nature un tout petit peu différente, mais essentiellement, c'est la même problématique. Bon. Alors ça, c'est le NBBM. Je mentionne juste parce qu'avec Zan qui est ici, on avait regardé une autre version que je mentionne, qui est la suivante, ce qu'on appelait le LBBM. Le LBBM, ça fait un peu plus référence au Tour de France, c'est-à-dire que vous avez ces mouvements browniens branchants, et puis on s'est donné une distance L, et tous ceux qui se retrouvent plus loin que L du premier sont éliminés. Donc il y a une espèce de voiture balai qui est là, et qui mange tous ceux qui sont à une distance fixée L au départ par rapport au premier. Et encore une fois, la problématique est très très semblable. Je crois que quand on essaie de faire des preuves mathématiques, parfois elles diffèrent. La difficulté n'est pas forcément la même pour tous ces problèmes, mais en fait, du point de vue physique, on s'attend vraiment à des situations très analogues. Alors, d'abord, la première chose que je veux dire, donc ça c'est l'équation de Fischer-KPP bruitée, et puis il y a des versions pour le NBBM, il y a des versions pour le NBBM qui sont très semblables, hein, que je vais pas écrire en détail. J'enlève ces craies parce que je vais marcher dessus. Bon. Alors, la première chose qui est frappante par rapport à l'équation sans bruit, donc quand on avait l'équation de Fischer FKPP sans bruit, et ici c'est avec bruit, donc l'équation Fischer sans bruit, on l'a vu dans le cas du mouvement brownien branchant, on avait vu qu'il y avait une famille à un paramètre de solutions, de famille à un paramètre
de solution. Donc pour chaque vitesse, si on se donnait une vitesse v quelconque, au-dessus d'une certaine vitesse vc qui valait 2 dans le cadre de Fischer-KPP, 2 avec les normalisations que je prends, certains, parfois on voit racine de 2 parce que les coefficients de diffusion ne sont pas les mêmes. Bon, si on prend au-dessus de cette vitesse, il y avait des ondes progressives pour n'importe quelle de ces vitesses. Et ce qui se passait, c'est que si on prenait une condition initiale suffisamment abrupte, alors ça sélectionnait cette vitesse minimum. Et par exemple, si on prenait le mouvement brownien branchant, hein, dont il a été question la dernière séance, le mouvement brownien branchant, eh bien, on s'attend à ce que la position du maximum augmente en 2t. Et puis il y avait ce terme de Bramson, moins 3,5 de log t, plus une constante, et ainsi de suite. Le maximum est à une position qui est essentiellement 2t. Alors, on imagine bien que si on regarde le NBBM, eh bien, on tue certaines branches. Si on tue certaines branches, on va forcément avancer moins vite. Donc, la vitesse, avec bruit, ou avec le NBBM, l'équation bruitée, eh bien, la vitesse va être certainement plus petite que 2, parce qu'on ne peut pas aller plus vite puisqu'on a tué des branches, donc on va avoir plus de mal à envahir. Si par exemple, je prenais le cas extrême où je prends n égale 1, c'est-à-dire que je ne garde qu'une seule particule à chaque instant, eh bien, ce que j'observerais, c'est une marche aléatoire. La vitesse serait nulle. Donc, quand n augmente, la vitesse se met à augmenter, mais la vitesse va être plus petite que 2. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, une autre différence qui va se produire, c'est la chose suivante, c'est que quand on est sans bruit, la position du maximum, donc le Xmax de t, c'est ce que je viens de dire à l'instant, il va être 2t moins 3,5 de log t. Donc c'est plus une constante, disons, éventuellement qui va fluctuer. La position du maximum se trouve à cet endroit-là, et les fluctuations sont d'ordre 1, c'est-à-dire Xmax carré de t moins Xmax, la variance de t au carré, la variance de la position du maximum, ça va rester fini. Ça ne diverge pas quand le temps devient très long. Hein. Donc elle est vraiment située, et on avait vu que la distribution de la position du maximum est donnée par l'onde progressive. Donc ça, c'est facile. Ici, bon, manifestement, dans le cas n égale 1, la position du maximum va diffuser au cours du temps. Et vous pouvez vous convaincre facilement que quand n vaut 2, quand n vaut 3, etc., la position du maximum va fluctuer. Donc la position du maximum, elle va être un certain Vt plus ou moins, plus un racine d'une constante de diffusion fois un certain bruit. Et donc ici, maintenant, la position, si je regarde ces modèles, si je refais l'expérience beaucoup de fois, la position du maximum, elle sera autour d'une certaine vitesse, mais de temps en temps, je vais trouver racine de t plus loin à droite ou racine de t plus loin à gauche, et ça va être une distribution qui va s'étaler au cours du temps. Bon. Dernier petit commentaire. Ce problème-là avec bruit est beaucoup plus difficile que le problème précédent. C'est-à-dire, à la fois de point de vue mathématique et du point de vue des calculs, il se trouve être beaucoup plus difficile. Alors, je vais essayer de mentionner rapidement quelques résultats. Alors, il y a un résultat qui est relativement ancien, qui date de 1994, et qui est dû à Müller et Sowers. Donc le même Müller dont il a été question, enfin ce Müller va apparaître
à plusieurs reprises. En fait, il va y avoir dans cette histoire deux Muller. Donc là, c'est le Muller mathématicien dont il s'agit. Et donc, ce qu'il dit, c'est que si on prend l'équation de Fischer-KPP bruitée, bon, je mets 1 sur racine de n ici, mais la valeur de racine de n n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. U, A moins U, état de x et de t. Donc ça, c'est un bruit blanc gaussien dans l'espace et dans le temps. Bien, ce qu'ils disent, c'est que si on laisse évoluer aussi longtemps qu'on veut, bien, il va y avoir une certaine région, A, B, et en dehors de cette région, U égale 0 à droite et U égale strictement 1 à gauche. Donc la région où la solution n'est pas exactement 1 ou 0, elle est finie. Sa taille fluctue au cours du temps, mais elle ne croît pas, elle ne décroît pas. Ce qui est très étonnant. Alors c'est à la fois intuitif et contre-intuitif. Donc en quoi c'est contre-intuitif? Si je prends l'équation sans bruit, même si initialement je prends un U qui est très localisé comme ça, qui est le U vaut 1 et 0, immédiatement, dès que j'ai au temps epsilon, U ne vaudra plus 1 et 0 partout. C'est parce qu'il y a simplement l'effet de diffusion. Dès que vous avez la diffusion, bon, il y aura des queues très petites, mais mathématiquement, dès que vous êtes à l'instant 0 plus epsilon, U ne vaut pas 1 ou 0 partout. Et ce que disent donc Muller et Sauer, c'est de dire que dès que vous mettez le bruit, A, eh bien, U vaudra exactement 0 à gauche, exactement 1 à gauche, exactement 0 à droite, et il y aura une région de taille qui va fluctuer au cours du temps, où ça va être non nul. Donc ça, c'est d'une certaine manière un peu contre-intuitif. En quoi c'est intuitif? Bien, je dirais que tout à l'heure, je vous ai parlé du modèle A plus B donne 2A. Donc il va y avoir à gauche une région où il n'y aura que du A, à droite une région qui n'a que du B. Bon, et on se dit assez naturellement que s'il y a un B qui vient se perdre dans cette région où il n'y a que du A, il va être éliminé très vite. Donc si je m'éloigne vers la gauche, assez vite, je vais tomber sur des régions où il n'y a plus que du A. Et de la même façon, si je vais assez loin vers la droite, il y aura des régions où il n'y a que du B parce que les A n'auront pas encore eu le temps d'arriver là. Donc, de ce point de vue-là, c'est intuitif. Mais en fait, ça, c'est un théorème mathématique. Alors, dans cette histoire de cette équation Fischer-KPP, il y a un certain nombre de résultats. Il y a eu pas mal d'activités, en particulier chez les mathématiciens. Et donc, il va y avoir ce séminaire de Jean Bérard tout à l'heure qui va faire le point sur pas mal de résultats. Mais j'en mentionne un, ou deux, en fait. Bon, je vais commencer par mentionner un. Donc, ça nous avait intéressé, ce problème, depuis pas mal d'années. Enfin, c'est un problème sur lequel j'ai pas mal essayé de travailler. Et un des résultats auxquels on est parvenu, c'est la chose suivante, c'est de dire que quand n est grand, donc quand le n est grand, ce qui veut dire n grand, que le bruit est petit, donc c'est un résultat quand le bruit est petit, on était arrivé au résultat suivant. Je vais expliquer comment. Donc c'était à travers une approximation que la vitesse était 2, mais comme je vous disais tout à l'heure, ça va un peu moins vite que s'il n'y avait pas le bruit, s'il n'y avait pas donc s'il y avait Fischer-KPP tout seul, ou s'il y avait un NBBM sans sélection, il y aurait plus de particules, donc ça avancerait un peu plus vite. Donc il y a une correction, et on avait prédit la chose suivante, pi carré sur log n au carré. Donc c'est un effet qui est relativement pas totalement évident à obtenir dans la mesure où il n'est pas perturbatif. Si vous voulez, quand vous avez une équation, vous avez 1 sur racine de n. Le premier genre de choses qu'on peut faire, c'est de dire, je vais supposer que ce terme est petit, et de faire une théorie de perturbation. Si vous faites une théorie de perturbation, vous allez trouver des corrections en 1 sur racine de n, 1 sur n, etc. Mais trouver le log n'est pas une chose évidente. Je vais essayer d'expliquer d'où ça sort.
mais en fait, c'est un travail qu'on avait fait avec Éric Brunet, je ne sais pas s'il est là, en 1997. Et en fait, mathématiquement, ça a été prouvé autour d'une dizaine d'années après par toujours Muller, Mitnick et Questel, et aussi par Bérard et Guéret, donc à peu près une dizaine d'années après, autour des années 2010. Donc ça, c'est un résultat, je vais essayer d'expliquer d'où il sort. Il y a un autre résultat qu'on a obtenu qui, à ma connaissance, n'est pas prouvé mathématiquement. Enfin, il y a toute une série de résultats, mais j'en mentionne un autre, qui est que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai ce nuage de points, si je prends ce NBBM, qui avance à une vitesse donc, qui n'est pas 2, qui est un petit peu en dessous, mais qui va fluctuer. Et donc il y a une espèce de constante de diffusion. Et la constante de diffusion, on avait une prédiction qui était donnée par pi2 sur 3. Bon, je crois qu'il y a un 2 là, et log n cube. Donc ça dit comment ce nuage de points, si vous prenez le NBBM, les points vont rester groupés, ils vont fluctuer et il va y avoir une constante de diffusion. Et à ma connaissance, ceci n'a pas été prouvé, mais c'est une prédiction qu'on a fait avec, donc encore une fois, Brunet, Muller, donc Muller et Munier, qui ne sont pas les mêmes Muller que tout à l'heure. Muller et Munier, en fait, il se trouve que c'est des gens qui ne font pas du tout de la physique statistique, qui ne sont pas mathématiciens, qui font de la physique des hautes énergies. Alors il se trouve que l'équation de Fischer-KPP apparaît dans la théorie des collisions à hautes énergies. Et donc, un jour, on s'est mis à discuter, on a vu qu'on travaillait sur le même genre d'équations, et c'est ça qui nous a conduit à essayer de faire ce genre de prédiction. Alors, ce que je vais essayer d'expliquer en quelques minutes, c'est comment, avec les mains, sans trop se fatiguer, on arrive à ce type de résultat. Et pour le faire, ça repose sur une idée de physicien, une idée assez simple, qui consiste à revenir au point de départ, c'est-à-dire, on avait ce modèle A plus B de 2A, et donc, on avait ces particules qui diffusaient, qui s'échangeaient, ces réactions sur chaque site, avec la contrainte que le nombre de particules sur chaque site était n, et donc, à un instant donné, si je pars avec que des A à gauche et que des B à droite, eh bien, je vais avoir un nombre de particules à gauche d'un certain point qui va être... Il n'y aura que des A, et puis après, il va y avoir éventuellement des choses comme ça. Voilà. Donc, typiquement, si je m'éloigne beaucoup vers la droite, il n'y aura que des B. Si je m'éloigne beaucoup vers la gauche, il n'y aura que des A. Puis il y a une espèce de région intermédiaire. Et maintenant, on prétend que ce système est décrit par cette équation. Mais en fait, bon, là, on a pris une espèce d'équation. On a considéré que UI, c'était le nombre de A au site I divisé par grand N. Mais en fait, ça, c'est une description continue qui va perdre son sens quand il n'y aura plus qu'une particule. Je ne vais jamais pouvoir dire que le UI, il vaut, mettons que n vaille 1000, UI égale 10-5, ça n'a plus de sens. Soit j'ai 0, soit j'ai une particule. Je ne peux pas avoir des U qui sont trop petits. Donc, l'idée qu'on a utilisée avec Éric Brunet en 1997, c'était de se dire, on va remplacer cette équation qui est trop difficile, qui a du bruit, par une équation où on prend l'équation de Fischer-KPP, mais si U est plus petit que 1 sur n, donc il y a moins d'une particule, on remplace ça par U égale 0. Donc c'est ce qu'on appelle un cut-off. Dès que la densité devient trop petite, on met 0. Alors ce qu'on gagne dans cette affaire, c'est qu'on n'a plus de bruit, et c'est le bruit qui est la chose difficile à utiliser, et du fait qu'on n'a plus de bruit,
ça permet d'aller beaucoup plus loin dans le calcul. Alors, pour être plus précis, si j'imagine que je prends cette équation de Fisher KPP et je regarde un peu sa solution, donc typiquement au temps long, elle a une solution de ce genre. Bon, ici, jusqu'à une région par ici, c'est la région non linéaire. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un U2 dans cette équation, ça importe. Quand U devient petit, il y a une région linéaire. Où je peux négliger le terme U carré. Et puis, cette région linéaire, il va y avoir un moment où ici, U est d'ordre 1 sur n, auquel cas, je vais dire U vaut 0. Quand j'arrive à des endroits pareils, je vais dire que U doit valoir 0 parce qu'il n'y a plus de particules du tout. Et ça va assez bien avec le résultat de Muller et... j'ai oublié son nom. Muller et Sowers, qui disent qu'au-delà d'une certaine distance, il y a plus le U vaut exactement 0. Donc c'est vraiment dans le même esprit. Alors, si on essaye de décrire ce qui se passe dans cette région-là, bon, c'est une région où on peut faire des approximations linéaires, et donc on peut faire certains calculs. Et donc je vais juste vous indiquer la forme de la solution dans cette région-là. Donc, dans les régions où c'est linéaire, le U est de la forme une fonction de x moins vt, mais comme c'est linéaire, on peut résoudre l'équation de Fisher KPP dans le cas linéaire. Et donc là, si je prends l'équation linéaire, ça va être du sur dt égale d2u sur dx carré plus u. C'est une équation facile. Et donc le f, pour une vitesse donnée, le f, il va être de la forme a1 et puissance moins gamma x moins vt plus a2 et puissance moins gamma 2 x moins vt. C'est une équation linéaire. Je vais avoir un front qui avance à une certaine vitesse comme ça. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que, bon, comme l'intuition nous le dit bien, on va avancer un peu moins vite que la vitesse 2. S'il n'y avait pas de bruit, s'il n'y avait pas de cut-off, ça avancera à la vitesse 2. Donc on avance un petit peu moins vite. Et je vous rappelle que la vitesse en fonction de ces gammas-là, c'est donné par gamma plus 1 sur gamma. Donc si je veux des gammas je veux une vitesse qui est un petit peu plus lente que la vitesse minimum, eh bien les gammas qui sont là, ils vont devenir des nombres complexes. Quand je vais essayer de résoudre l'équation pour v plus petit que 2, je vais trouver que gamma 1 égale une partie réelle plus i, une partie imaginaire, gamma 2 égale une partie réelle moins i, une partie imaginaire, que la somme des deux, vous vous souvenez peut-être que quand je suis dans cette queue ici, la solution est de la forme x et puissance moins x, donc la somme des deux va s'annuler par ici, et je veux qu'elle s'annule par là. Quand vous mettez ça ensemble, vous trouvez que f de x, il va valoir a et puissance moins gamma rx sinus de gamma i fois x. Quand vous ajoutez deux exponentielles avec une partie imaginaire et que vous voulez qu'à l'origine ça s'annule, vous allez avoir quelque chose comme ça. Et puis maintenant, quand est-ce que le u va être d'ordre 1 sur n? Eh bien, ça va être à une distance. Quelle est cette distance ici? Eh bien, ça va être à une distance telle que et puissance moins gamma r fois L est à peu près d'ordre 1 sur n. Donc ça va me donner cette distance. Et je vais écrire que gamma i
fois cette longueur L est égale à pi pour que le sinus s'annule. Donc quand vous mettez tout ça ensemble, ça vous donne la vitesse dont je parlais tout à l'heure. Bon, alors bien sûr, c'est tout sauf une preuve mathématique, c'est un argument. Au départ, on pensait que c'était quelque chose une approximation comme ça, qui avait l'air de marcher avec des simulations qu'on faisait, et puis j'ai trouvé que ça a pu être prouvé ces dernières années. Alors, juste pour terminer, je vais essayer de parler d'un problème plus simple, mais qui a énormément à voir avec ça. Et enfin, d'ailleurs, pour moi, c'est un peu une surprise, parce que beaucoup des choses qui sont difficiles dans le cadre de l'équation de Fischer pour IT, en fait, se retrouvent dans un cas un tout petit peu différent, avec vraiment le même genre de solutions, d'expressions pour les vitesses, etc. Alors, le problème dont je vais parler, juste pour terminer aujourd'hui, c'est le problème de la sélection par un mur. Donc, j'ai envie de penser au même problème d'évolution que tout à l'heure, c'est-à-dire je pars par exemple avec un seul individu, je laisse brancher sa descendance et ainsi de suite, et puis à cela je rajoute un mur qui avance à une certaine vitesse v. Et toutes les particules qui sont touchées par le mur sont éliminées. Maintenant, on peut se poser la question de, bon, est-ce que déjà cet individu va survivre? Et s'il survit, quelle est la probabilité qu'il survive, etc. Alors c'est toujours le même genre de calcul. Donc, je vais le faire dans le cadre du mouvement brownien branchant, mais on peut mettre une marche aléatoire, ce qu'on veut. On a une particule, donc ce serait un environnement qui est en train de changer au cours du temps. Par exemple, je ne sais pas si c'est un beau modèle, mais vous pouvez imaginer, par exemple, qu'il y a une avancée d'un désert ou quelque chose comme ça au cours du temps, et puis il y a les espèces qui sont là, qui se reproduisent. Et bon, est-ce les espèces se reproduisant vont diffuser dans l'espace, et est-ce qu'ils avancent assez vite pour ne pas être mangés par le désert? Bon, c'est peut-être une caricature de ce genre de problème. Bon, si vous essayez d'écrire Q de x et de t, la probabilité d'avoir survécu, en partant d'une distance x du mur. Donc à l'instant initial, je suppose que je pars avec une seule particule qui a une distance x du mur. Bon, et je laisse évoluer. Est-ce qu'il va mourir ou pas? Bien, c'est facile, c'est toujours le même genre de raisonnement. On regarde ce qui se passe au bout d'un temps dt infinitésimal. Bon, ben, le mur s'est un peu bougé, donc le x a un peu bougé à cause du mur, et puis les descendants ont un peu bougé, et puis ils ont eu une certaine probabilité de brancher, et donc vous allez trouver, c'est un calcul que j'ai essentiellement fait précédemment, donc je l'écris directement, d2 sur dx2 plus q moins q2, probabilité d'avoir survécu en partant moins v dq sur dx. Hein, donc, on retrouve l'équation de Fischer-KPP, sauf que, bon, ben, comme le mur bouge et qu'on mesure les distances relatives au mur, on a ce terme supplémentaire dans cette équation. La chose très importante, c'est qu'il n'y a plus de bruit dans cette équation. Donc on va pouvoir dire des choses, et on va pouvoir dire beaucoup de choses sur
ce problème de sélection avec le mur en travaillant avec des équations où il n'y a pas de bruit. Donc la vie est beaucoup, beaucoup plus facile. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la particule va survivre? Est-ce que sa descendance va survivre ou pas? Alors, je crois qu'il y a quelque chose qui est évident, sans aucun calcul, c'est que si la vitesse du mur est plus grande que la vitesse critique, bon, dans le cas du modèle BBM qui est 2, bon, ben, le mur avance plus vite. Donc, s'il n'y avait pas eu le mur, l'individu le plus à droite serait à la position 2t. Quand le mur va arriver à cette position, il va tout manger. Donc là, c'est sûr qu'il y a l'extinction. L'extinction est certaine. Bon, n'empêche que même dans ce cas-là, ce n'est pas totalement inintéressant de voir ce qui se passe. Alors je le dis juste avec des mots, je ne vais pas vous embêter avec des calculs un peu sophistiqués. Ce qui va se passer, c'est que le Q de x et de t, la probabilité de survie, à quoi elle va ressembler? Si j'attends longtemps, ben, le Q de x et de t, il va être de cette forme. C'est-à-dire, si au départ, j'étais assez loin, je vais survivre un certain temps. Et puis, si je regarde des temps plus longs, eh ben, il faudrait que je sois que le x, au départ, soit plus grand. Hein, manifestement, si le x plus 2t il est plus grand que vt, en gros, on se dit que probablement il va survivre. Donc, il va y avoir un front qui va avancer comme ça au cours du temps. En tout point x, ça va tendre vers 0, la probabilité de survie, mais il va y avoir un front qui va beaucoup ressembler au front de l'équation KPP. C'est essentiellement les mêmes ondes progressives qu'on va trouver ici. Bon, ça, c'est le cas où la vitesse est plus grande que le mur avance plus vite. Maintenant, si le mur avance plus lentement, eh bien, il va y avoir une certaine probabilité Qx et de t va tendre vers un Q étoile de x qui va dire quelle est la probabilité en étant parti de la distance x, eh bien, le mouvement brownien branchant a survécu. Donc la sélection n'a pas éliminé la descendance. Bon, alors on s'attend bien sûr à ce que si x est petit, ce Q de x va être petit, et ce genre de choses. Alors, ce qu'il faut réaliser, c'est que, en fait, si on part d'une certaine distance, bon, il va y avoir une certaine probabilité de survie, mais on peut se poser aussi des questions du genre combien de temps il faut attendre pour être à peu près sûr que ça aura survécu. Il va y avoir une période, la probabilité de survie, si la vitesse est proche de la vitesse critique, proche de 2, on avance un peu moins vite, bon, il va y avoir une période assez longue où ça va être incertain. On ne sait pas si la descendance va survivre ou pas. On peut se poser vraiment les mêmes questions à propos des épidémies, des choses comme ça. Est-ce que l'épidémie, il y a une période de fluctuante pour savoir est-ce que ça va se répandre ou au contraire, est-ce que ça va être éliminé? Bon. Et puis, au bout d'un certain temps, une des deux choses est arrivée, et si j'attends assez longtemps, je serai quasiment sûr que ça va survivre ou quasiment sûr que ça va disparaître. Alors, comment ce temps dépend de la vitesse qui est là? Alors, là, je donne juste un résultat rapidement, c'est de dire que ce temps, il va être en V moins VC puissance moins 3,5. C'est-à-dire plus je me rapproche de la vitesse 2, plus il va falloir attendre longtemps pour savoir, pour être sûr que la population survit. Asymptotiquement, ce qui va se passer, c'est que le nombre de particules, le nombre de descendants, soit va être 0, soit va tendre vers l'infini. S'il survit, après il va se reproduire et le nombre va devenir exponentiellement grand au cours du temps.
Alors, alors je vais juste, je vois l'heure qui tourne, donc je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais juste je vais décrire deux types de résultats. Bon, donc, la première chose qu'on peut essayer de savoir, c'est à quoi ressemble ce Q étoile de X. Donc, Q étoile de X, ça veut dire que ça ne dépend plus de X. Donc, c'est la solution de cette équation. Alors, si vous vous souvenez, cette équation, on l'a déjà vue. Cette équation, on l'a déjà vue quand on prenait l'équation de Fischer pour les ondes progressives. Donc, si j'enlève la dépendance en temps pour avoir Q étoile, bon, peut-être qu'on l'a vu avec vitesse plus V ou moins V, mais en fait, bon, ça c'est juste une question d'orientation dans quelle direction le front se propage. Si on va vers la gauche ou on va vers la droite, ça ne change pas grand-chose. Donc ça, c'est l'équation pour les ondes progressives. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait dit, il y a une vitesse critique qui vaut 2. Et pourquoi on ne veut pas des vitesses plus petites que la vitesse critique? Parce qu'on avait une forme de front. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une analogie mécanique qui disait que si on allait à des vitesses plus petites, le front il allait changer de signe. C'était l'analogie mécanique, elle disait qu'on allait au minimum d'un potentiel et qu'il y allait y avoir des oscillations et on ne voulait pas de solution qui change de signe. Mais là, ce n'est pas très gênant que ça change de signe parce que le Q étoile, il doit valoir 0 au niveau du mur. Donc, le Q étoile, à quoi il ressemble? Le Q étoile, il ressemble à quelque chose qui est comme ça. Et ce comme ça, c'est juste la forme de l'équation du front. Bon, il faut la renverser en x moins x, mais là, cette partie du front. Donc, si je prends ces fronts qui étaient physiquement pas acceptables dans le cas des ondes progressives pour l'équation de Fischer qu'on avait vue, eh bien, cette forme, c'est exactement la probabilité de survie Q étoile de x, en fonction de x, qui est donnée par ça. Donc d'une certaine manière, il n'y a aucun travail à faire. Alors, bon, ça permet de calculer ce Q étoile de x, et en particulier, alors je vais juste, parce qu'on arrive vraiment au bout, je vais juste citer deux résultats qu'on peut obtenir à partir de l'équation pour ce genre d'équation pour le mur. La première, c'est à quoi ressemble ce Q étoile. Et ce Q étoile, pour des distances x fixées, donc si vous dites quelle est la probabilité de survie quand il y a un mur qui se déplace à une vitesse v, eh bien, Q étoile de x, ça va décroître quand on se rapproche de la vitesse critique alors on peut dire précisément ce que c'est, bon, c'est moins racine de pi sur VC, racine de VC moins V. 2 moins V si vous prenez le mouvement brownien branchant. Donc c'est très petit, c'est exponentiellement petit quand V tend vers VC. Donc c'est un effet non perturbatif, si vous voulez, ça permet de calculer ça. Il y a un autre résultat que je vais mentionner. À ce propos, j'avais d'autres résultats dont je voulais parler, mais je n'aurai pas le temps. Un autre résultat qui est la chose suivante. Donc, supposons que la vitesse du mur est plus petite que 2, il y a une certaine probabilité de survie. Donc, supposons qu'à l'instant initial, disons, je pars avec une particule, qu'est-ce qui peut se produire? Si j'attends très longtemps, soit le nombre de particules va devenir infini, soit le nombre de particules va aller à 0. Soit la particule va être absorbée par la particule ou ses descendants vont être absorbés par le mur, soit ça va exploser, il va y avoir un nombre infini. Et essentiellement,
l'image qu'on a, c'est la chose suivante, c'est que ça va fluctuer pendant un temps d'ordre VC moins V puissance moins 3,5, et puis au bout d'un temps de cet ordre de grandeur, soit ça aura disparu, soit ça aura explosé. Bon. Alors maintenant, je peux me poser une question. On avait fait ça à l'occasion de la thèse de Damien Simon, c'est de se dire, voilà, bon, je voudrais voir vraiment ce qui se passe pendant cette période. Et donc, on s'est dit, prenons un temps très, très, très long. On part avec une particule ici. On laisse le système évoluer, mais on veut conditionner. On veut regarder juste des événements pour lesquels il y a une particule au bout d'un temps très, très, très long. Donc, ces événements, bien sûr, sont assez rares, parce qu'en général, soit tout est mort, soit le nombre est devenu exponentiellement grand. Imaginons quand même que je veux conditionner sur le fait que le nombre total de particules, le nombre total de descendants, au bout d'un temps t, vaut 1. Et on peut se demander qu'est-ce qui se passe dans cette région. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, il se passe ce qu'on appelle un régime quasi-stationnaire, c'est-à-dire que le nombre de particules dans cette région va prendre une valeur que j'ai notée quelque part, qui est typiquement nt, qui est e puissance racine de pi, bon, là il y a 2 sur Vc moins V. Bon, j'espère que je ne me trompe pas dans les coefficients qu'il y a là, mais bon, parce que je l'avais écrit dans un cas un peu plus général dans mes notes. Bon, donc qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, je veux absolument, au bout d'un temps très très long, avoir une seule particule. Le système, il va y avoir beaucoup de particules qui vont être produites, et cette région, il va y avoir une espèce de région longue, quasi stationnaire. C'est un peu comme quand vous êtes en montagne, parfois vous marchez le long d'une crête, et puis d'un côté, vous pouvez tomber d'un côté ou tomber de l'autre. Là, les deux extrêmes, c'est soit la descendance disparaît, soit la descendance devient très grande. Et maintenant, si vous voulez conditionner au fait d'avoir une seule particule au bout d'un temps très long, il faut marcher sur cette crête. Il ne faut pas que le nombre soit... Si le nombre est trop petit, ça va mourir. Si le nombre est trop grand, ça va exploser. Et donc, il y a un temps qui est donné par ça. Un nombre de particules qui est donné par ça. Alors, la chose remarquable sur laquelle je termine, c'est que si vous inversez cette formule, vous trouvez que Vc moins V égale pi... J'espère qu'il y a un pi au bon endroit. Là, il y a un pi 2, excusez-moi. Pi 2 sur log n carré. Donc, vous trouvez exactement ce que l'argument simple donnait pour l'équation de Fischer-Bruité. Et là, il n'y a pas eu besoin de faire de bruit. Et la chose qui est assez remarquable, c'est que tous ces problèmes avec le front qui avance à une certaine vitesse, eh bien, il y a plein de choses qui sont conjecturées dans le cas de l'équation de Fischer-Bruité qu'on retrouve à moindre prix avec ce problème de mur. Donc là, je vais m'arrêter. La seule chose que je veux ajouter, c'est que la prochaine fois, on va voir comment les généalogies sont affectées par la sélection. Donc là, on a vu certains modèles de sélection et on parlera des généalogies. Et je vous encourage à venir au séminaire qui commence dans un quart d'heure de Jean Bérard, qui va parler donc, de manière plus savante que moi, sûrement, et plus intéressante, de ce modèle NBBM, de FKPP Bruité, où il y a eu beaucoup de résultats ces dernières années. Je vous remercie.